rentrée du Brésil et pour mes étudiants, c'est un vrai objet d'étude ce que je mets. Et les gens, souvent, ils pensent qu'on ouvre sa garde-robe et on prend des choses qu'on porte. Non, pour moi, c'est jamais aussi simple. Je suis quelqu'un qui croit énormément aux superstitions du monde entier. Pour moi, c'est ça l'ancestralité. Et moi, quelque chose qui me passionne, c'est d'être en même temps quelqu'un qui croit énormément à ces superstitions-là, mais qui aussi développe une narrative très scientifique, très conventionnelle, très académique pour les expliquer. Aujourd'hui, j'ai une panoplie et c'est jamais la même, mais il y a des constances. Il y a deux constances. Et ces deux constances-là, c'est celui-là, qui est un vrai talisman que j'ai ramené de Cachoeira au Brésil. Et c'est ça qui est fascinant dans nos cultures, c'est que nous avons des codes et il faut savoir les lire. Je ne vais pas montrer tout ce qu'il y a dans le talisman, mais il y a deux objets importants qui sont dedans. Ça, c'est un point levé. C'est un point levé qui est fabriqué par un artiste incroyable de Cachoeira qui s'appelle Mimo. Et Mimo, c'est un artiste du Brésil, donc Cachoeira, c'est au Brésil, c'est dans l'état de la Bahia. Il est héritier d'une dynastie de sculpteurs qui ont pris l'habitude de transformer en œuvres d'art les bateaux négriers qui ont échoué. Parce que Cachoeira, ça veut dire cascade dans la langue des autochtones, et c'est un bras de l'Amazonie. Et en fait, depuis les côtes et les berges, quand les bateaux négriers échouaient, d'une façon ou d'une autre, il y avait des débris de bois de ces bateaux qui arrivaient jusqu'à cette berge, et ils en ont fabriqué des points levés comme ça, qui sont comme l'emblème de la ville. Et avec ça, il y a une douille, avec une pierre précieuse. Ça, c'est un cadeau de la communauté vaudou. C'est un cadeau des femmes qui accompagnent Dada Gouhounohouna dedans. C'est le groupe de femmes qu'on appelle les Sihunto. C'est celles qui transmettent les panégyriques claniques. C'est celles qui transmettent cette version de l'histoire qui n'est pas dans les livres et qui ne nous correspond pas. Et je travaille avec ces femmes depuis de nombreuses années. Je les ai mis en scène avec des artistes nominés au Grammy, avec des artistes de l'Orchestre Philharmonique de Paris, avec des artistes comme Erol Josué. Et elles ont fait des performances scéniques avec ce type d'artistes. C'est des femmes, en fait, qu'on a rarement envisagé de mettre sur scène, avant que moi je commence à travailler avec elles en 2016. Et puis un jour, elles m'ont fait ce collier tout ensemble. C'est vraiment un Egbe, ce qu'on appelle Egbe. Donc c'est un groupe avec une Ya Egbe, avec une hiérarchie très précise. Elles sont toutes initiées. Et elles m'ont fait ce collier avec un message qui m'est très important. Et c'est aussi un collier qui est maintenant toujours dans ma panoplie, qui fait mes voyages avec moi de Paris à Nantes, en passant par le Brésil, Sao Paulo et tout ça. Elles m'ont fait ce collier parce qu'elles m'ont dit que j'ai compris les connaissances du vaudou sans qu'elles aient eu besoin de me faire passer par le rituel de l'initiation. Donc, ce collier, pour moi, équivaut presque à un de mes masters ou à ma thèse. C'est vraiment un diplôme que j'aborde. J'arrive au Brésil avec ce collier au cou et on va dans une communauté de Quilombo. Et dans cette communauté, on m'offre celui-là. Et l'historienne de l'art que je suis n'a pas pu s'empêcher de voir la similarité entre les codes de couleurs, la composition esthétique de ce collier qui vient du Brésil et de celui-là qui m'a été offert par les femmes de Ouida. Et toute ma posture et toute ma façon de me présenter est aussi dans le dialogue de cette esthétique-là, qui en fin de compte, si je ne raconte pas l'histoire, on ne peut jamais savoir que ces deux colliers sont séparés par 48 heures de vol.
Parce que celui-là vient du Brésil et celui-là vient de Ouida. Quand on parle de narrative, c'est ça. Pour moi, c'est déjà une narrative. Le fait d'aborder ces trois éléments qui forment pour moi un équilibre esthétique parfait. Et pour aller plus loin, j'ai cette petite tunique en indigo qui est une tunique maison. C'est ma propre marque. Et l'indigo fait partie du top 5 des produits de la traite. Et ce top 5-là, il est très important qu'on s'en rappelle. L'homme noir, le bois d'ébène, n'était pas forcément l'objet de la traite. C'est sa connaissance qui était l'objet de la traite. L'Afrique a perdu une technologie, un savoir-faire, de l'intelligence émotionnelle, pratique, technique. Parce que d'un point de vue économique, la traite négrière n'avait aucun intérêt à déporter des esclaves qui n'avaient aucun savoir-faire. Toutes les personnes, toutes les familles qui avaient des savoir-faire techniques, technologiques, par exemple dans le nord du Bénin, on sait que prioritairement, on déportait ceux qui savaient transformer le minerai en fer. Et c'est ainsi que les femmes qui fabriquaient de l'indigo ont été massivement déportées. Parce qu'en plus d'avoir cette technologie de créer une couleur qui était rare à l'époque, toute la cour des grands royaumes et des grands empires en Europe, le bleu était la couleur royale. Elles avaient cette technologie, mais en plus, c'est une technologie qu'elles appliquaient sur le coton, qui était une denrée rare dans la traite. Donc, déconstruire une théorie, changer la narrative, dire avec nos mots ce que nous sommes, n'équivaut pas au rejet de l'autre. Il équivaut à des niveaux de décodage des messages que nous ont laissés nos anciens. Voilà ce que je peux dire en introduction. Maintenant, on peut commencer le vrai programme. Pour moi, le parcours a été assez chaotique parce que je ne vous cache pas que j'ai eu beaucoup de mal à trouver le réceptacle de tous les sujets qui me concernaient. Mon parcours scolaire et même académique et même professionnel a toujours été nourri par cette volonté de trouver la paix, la sérénité et un peu de repos. Moi, je me suis tout de suite orientée aussi vers des études de psychologie, pour commencer, parce que je voulais comprendre quelle était la science de la culture dominante que la culture dominante a inventée pour apaiser les corps, apaiser les traumas, totem Afrique-Caraïbes. C'est vraiment une matrice réflexive qui est née de 8 mois de confinement en Haïti en 2020. C'est-à-dire que moi j'étais en visite en Haïti et cette fois-ci c'était une visite dans le cadre d'une mission de la francophonie. Et le monde s'est retrouvé à devoir gérer cette crise pendant cette mission en Haïti. Donc, je suis resté en Haïti de mars à octobre 2020. Et c'est là où Totem Afrique-Caraïbes est né, de cette volonté de... D'abord, ça m'a permis de voir que le monde était à 2 vitesses. C'est-à-dire que toute l'Europe était confinée, tout l'Occident et une bonne partie du monde. Mais en Haïti, on n'était pas confinés. En Haïti, les marchés étaient toujours ouverts. En Haïti, il y avait même eu des manifestations politiques pendant cette année Covid. Et je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas endosser la même narrative parce que le contexte nous imposait de vivre l'histoire de 2 manières différentes. Et moi, j'étais en contact avec mes amis qui étaient confinés en Europe. Il y avait des certificats pour circuler et tout ça. Alors que nous, en Haïti, si on restait à la maison, c'était parce qu'il y avait des manifestations politiques avec des centaines de personnes dans les rues. C'est de là qu'est née mon obsession pour les archives et pour l'articulation d'une nouvelle narrative sur qui nous sommes. Et ça, c'est vraiment la matrice fondamentale, philosophique de Totem Afrique-Caraïbes.
parce que j'avais déjà expérimenté et j'ai eu la chance de rencontrer de grands hommes dans ma courte carrière, Wole Soyinka, Lionel Trouillot, Émilie Prophète. J'ai rencontré vraiment les grands penseurs de notre époque. Et pour moi, je me suis dit, il nous manque un espace où, même si le monde est en train de s'effondrer, nous pouvons narrer, dire la narrative de notre temporalité. Et ces deux thèmes sont fondateurs du concept, déjà du totem, et ensuite pourquoi Afrique Caraïbes. Totem pourquoi? Totem parce que j'ai cette proximité esthétique, philosophique, civilisationnelle avec le vaudou. Et que pour moi, la partie spirituelle, rituelle des codes secrets du vaudou, c'est une parenthèse dont nos gardiens assermentés de la tradition s'occupent parfaitement et qu'il restait pour nous sur un angle de 360 degrés, presque la moitié du champ à occuper avec nos théories, avec notre narrative, avec notre technologie, avec notre esthétique. Mais pour ça, il faut qu'on change notre regard sur le vaudou. Et ça, pour moi, c'était déjà un point temporel. C'est-à-dire, pour moi, travailler dans le vaudou n'était pas juste dire, ok, encore plus aujourd'hui, le vaudou est dans la mode, mais dire, qu'est-ce qui, dans le vaudou, accompagne mon savoir-être, mon savoir-faire et mon savoir tout court. Et j'ai exploré la notion de totem. Tous ceux qui me connaissent savent que sur pratiquement chacun de mes posts depuis 2020, j'ai inscrit la notion de totem noir. C'est le son et le besson, qui sont deux principes cardinaux de nos identités. Le vaudou te dit qu'en tant qu'individu, tu es quelqu'un de spécial, que tu n'es pas venu au monde par hasard, que ce n'est peut-être pas ta première réincarnation au monde, et que à chaque réincarnation, tu viens pour accomplir une mission. Ce n'est pas de l'exotérisme. C'est vraiment une analyse classique, professionnelle, d'un parcours de vie. Et pour réaliser cette mission-là, tu es limité par deux variables auxquelles tu n'as pas le droit de toucher. C'est le son et le besson. C'est ce que nous transcrivons par totem. Pour nous, totem, c'est le respect des alliances ancestrales. C'est le respect des codes secrets du vivant. C'est la notion de co-responsabilité dans les habitudes de consommation. C'est la légitimation des archives orales, les panégyriques, les palabres, les proverbes. Tout ce qui n'a pas pu être décrypté par les ethnologues et les africanistes qui ont tellement écrit sur nos cultures. Mais pas parce qu'ils étaient plus ignorants que d'autres, c'est tout simplement parce qu'ils avaient un regard qui ne leur donnait pas accès au code de décryptage. Et nous autres aujourd'hui, qui nous situons un peu au milieu de cet espace-là, parce qu'on a eu accès à l'école du blanc, on parle sa langue, on parle même plusieurs de ces langues, on peut, nous, interpréter exactement ces connaissances-là, qui pour nous valent n'importe quelle théorie mathématique, scientifique, de team building ou quoi que ce soit. Donc, la notion de totem, elle est liée à ce concept-là du son et du besson. Dans quelle largesse d'espace et de temps tu peux être libre d'être qui tu es dans ton individualité, dans ta spécificité, mais en même temps, comme on le dit dans notre langage moderne, ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et comment tu tiens et que tu accomplis ta mission dans cet espace-là, balisé par des totems. Voilà pourquoi le nom totem. Pourquoi Afrique Caraïbes? Parce que je suis Marie de Savalou. Et que dans l'histoire de la traite négrière, on parle peu de la tragédie que les Maris ont vécue. Et cette tragédie-là, moi, je l'ai comprise seulement en allant dans les Caraïbes, en y vivant.
pendant plusieurs années en Haïti. Je connais plusieurs pays dans les Caraïbes. Et partout là-bas, Savalou est présent. Jusqu'à nos noms, jusqu'à nos recettes culinaires. Mais vraiment avec une espèce de cartographie typiquement Mahi de Savalou. Parce qu'on sait que les Mahis ont eu à occuper un grand territoire qui est par la suite devenu le royaume d'Abomey. Mais on a rarement pu signifier, comme j'ai pu le vivre, la présence Mahi dans les Caraïbes, pas des mots spécifiques dans le vocabulaire, pas des pratiques spécifiques à la culture et à l'ethno-historiographie Mahi. On vient d'un peuple qui a dû fuir les razzias du royaume d'Abomey, qui a dû se réfugier dans les montagnes, une terre aride, et qui a dû apprendre à ne pas disparaître. Le fait de ne pas disparaître est quelque chose de complètement matriciel dans l'ADN de Totem Afrique Caraïbe. Donc Totem, parce que nous sommes régis par ces lois-là, le son et le besson. Que tu sois initié ou pas, tu sais que tu ne peux pas manger ton totem. Parce que même la nature ne pourra pas te sauver de ce crime-là. Et les totems, pour nous, c'est la connaissance des anciens, c'est la parole des anciens, c'est les mlamlan oriki, c'est nos langues, c'est nos recettes culinaires, c'est nos soins, nos thérapies. C'est tout un ensemble de technologies que nous ont laissé nos ancêtres et qu'on a encore beaucoup de mal à décrypter l'entièreté. Et Afrique Caraïbe, parce qu'en tant que Mahi, j'ai énormément de trous de mémoire à combler. Si c'est que, justement, ce que m'ont légué mes ancêtres, parce que le peuple Mahi a été massivement déporté pendant la traite négrière, et qu'au-delà de la très grande histoire économique, politique, historique, sociale, qui fait beaucoup parler aujourd'hui, il y a des petites trajectoires et des petites histoires personnelles comme la mienne, pour lesquelles j'ai besoin d'un outil qui soit totalement libre d'abonder dans le sens de cette cartographie internationale-là. Voilà.